Si vous êtes des habitués de mon format, vous connaissez Dash. Dash, mon plus grand inspirateur. Et si vous connaissez mon format depuis suffisamment longtemps, vous savez que je dis souvent que c'est pas la queue qui remue le chien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le CAC en données journalières est ballotté entre des choses qui le dépassent. À commencer par l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire les données hebdomadaires. Ok. Ce qui semble être un événement majeur est souvent une tempête dans un verre d'eau lorsqu'on prend un petit peu de recul. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on subit la loi des marchés directeurs. Les marchés directeurs, eh bien, c'est notamment le SP500, dans une moindre mesure le DAX, mais en tout cas le CAC 40, malheureusement pour notre ego français, est un marché suiveur et pas un marché directeur. Donc aujourd'hui, on va regarder clairement ce qui est susceptible de programmer ou d'influencer le futur proche du CAC 40. Et avant de crier à l'effondrement de l'indice français, il faut regarder ce qui se passe sur les autres indices et remettre en contexte donc cette formule, hein, que ce n'est pas la queue qui remue Dash. On voit ça dans cette vidéo. Et voilà donc le CAC 40 qui, une fois de plus, se retrouve enfermé et valide la présence de cet énorme trading range, cette espèce de canal de latéralisation dans lequel on évolue maintenant depuis plus d'un mois. C'est bien parce que plus c'est long et plus la cassure va être significative. C'est-à-dire que tout le monde les voit, hein, ces bornes, et tout le monde voit bien également qu'une sortie pourrait accélérer la tendance. Alors, comme ça, ce que, à titre personnel, me crève les yeux, c'est la présence de ce gap. Vous le savez, hein, j'en ai parlé beaucoup déjà. C'est un gap qui a été créé le 19 janvier. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du 17 et les plus bas de la séance du 18. Pardon, c'était pas le 19. Et donc, c'est ça qu'on appelle un gap. Et si très souvent, c'est-à-dire le plus souvent, les gaps sont comblés, ils ne sont pas toujours comblés. Okay, et deux, ça peut prendre beaucoup de temps. On peut remonter dans le temps et voir qu'il y a des gaps qui n'ont pas été comblés. Regardez ce gap là, il y a un petit gap, il n'a pas été comblé là. Okay, il y a d'autres gaps qui n'ont jamais été comblés comme ici. Donc c'est une légende urbaine que de penser que les gaps sont toujours comblés, même s'ils le sont généralement. En particulier, ceux qui sont toujours comblés, ce sont ceux qui sont, quasiment toujours, ceux qui sont dans un trading range justement. Et c'est pour ça qu'on a ouvert 4 ou 5 gaps qui ont tous été comblés les uns après les autres, hein. C'est pas le cas de celui-là. Mais enfin bon, je pense quand même que il va être comblé. À partir de là, il faut essayer d'articuler ça avec le reste, ok, et de trouver une façon de voir les choses qui soit compatible avec justement l'idée que c'est pas la queue qui remue le chien. Et donc à partir de là, quels sont les éléments qui pourraient nous amener à combler ce gap? Justement, quand on regarde ce qui s'est passé sur le marché directeur qui est le SP500, on est venu ce sont les données journalières ici, hein. On est venu confronter les baissiers ici, se confronter aux baissiers, aux acheteurs, pardon, dans cette zone de support. Il y a de la marge, hein. Cette zone peut complètement tenir. Il faut savoir que le propre des supports, c'est de tenir plus souvent qu'ils n'échouent. Alors attention, les supports sont au bout d'un moment souvent cassés, mais en tout cas, ils résistent plus longtemps qu'ils ne sont cassés. Clairement, ça veut dire qu'il faut plusieurs, généralement, assauts pour casser un support. Et en l'occurrence, ici, si on va chercher le bas de cette zone, on peut encore perdre voilà, 1,2% facilement, tout en à la fin préservant le dit support. C'est pareil pour le DAX, pardon, pour le Nasdaq. Le Nasdaq est également venu titiller une zone de support ici et on pourrait totalement envisager de se faire peur en allant justement faire un petit comblement de gap ici tout en clôturant au-dessus de la zone de support. Bref, ce sont autant d'éléments qui pourrait amener le CAC 40 à acter un accès de faiblesse qui l'amènerait, lui, à casser, même si c'est une fausse cassure, hein, cette zone de latéralisation pour aller combler notre gap. Alors très souvent, on dit souvent j'ai lu qu'il y avait un drapeau baissier et qu'à partir de là, il fallait s'attendre à ce que l'application traditionnelle qui est report du mât au-delà du point de cassure s'applique clairement. Vous avez un mât, vous avez un range. Et la règle statistique, c'est de prendre le mât et de reporter ce mât par-delà le point de cassure, s'il y a cassure vers le bas, ou alors au moins sur la base. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà testé ça, je vous ai déjà proposé ça. Ce qui est vrai à la hausse n'est pas vrai à la baisse. C'est-à-dire que très souvent, vous allez avoir des éléments comme ça. J'essaie de trouver un cas d'école, un cas parfait.
Regardez, même quand je cherche un cas parfait, je ne trouve pas. Voilà, ici, bon, il n'est pas parfait, mais on voit à peu près ce que je veux dire. Là, vous avez une sorte de latéralisation. Là, vous avez le mât. Une fois que l'on a cassé, eh bien, on reporte le mât par-delà. Enfin, soit comme ça, soit comme ça. Et on peut continuer comme ça. Voilà, là, c'est pareil. OK, mât, période de latéralisation. Et derrière, on prend le mât, on le reporte derrière. Bon, là, j'ai fait ça à la hache. Hein. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que ça fonctionne beaucoup moins à la baisse qu'à la hausse. Autrement dit, même si l'issue pourrait être une cassure vers le bas, il est beaucoup plus rare que l'inverse, que l'on aille chercher la hauteur du mât. Ok, donc c'est pour ça que je pense qu'on pourrait descendre, on pourrait combler le gap, mais il ne faudrait pas nécessairement voir les abysses. Hein. Statistiquement, c'est pas ce qui se passe. Même si, encore une fois, ça se passe de temps en temps. Et puis surtout, j'ai envie de vous montrer les données hebdomadaires. Et c'est là que c'est important parce que je vais faire appel à une de mes règles préférées qui est simple, qui est basique, qui fonctionne depuis des décennies. Hein, c'est la théorie des cycles. Et comme vous le savez, on a besoin d'un moyenne mobile à 30 semaines et on en donne hebdomadaire là. Ok. Et l'idée, c'est que pour basculer en tendance baissière, il faut basculer, on passe en phase 4. La phase 4, c'est deux choses. Un, une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, des cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend et qui viennent de casser une zone de support significative. Ici, par exemple, pour moi, c'était la zone de support significative. Ok, une fois qu'on l'a eu cassé ici, on était bien en dessous de la zone de support significative, on était bien avec une moyenne mobile à 30 semaines qui descend et donc derrière, on a eu une accélération baissière. Par rapport au support dit significatif, on a perdu jusqu'à 13%. Par rapport au plus haut, on a perdu 23%. Ok, je vous montre un autre exemple. Ici, on a cassé une zone de support significative, on était en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines et derrière, effectivement, on a plongé. Ok, ou encore ici, on a cassé une zone de support significative, on était en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, derrière, on a plongé. De combien? Pas énormément, 10%. Ok, c'est pas toujours une dégringolade absolue. Hein. Parfois, c'est quelques pourcents, mais en tout cas, voilà, une fois que le signal est donné, il est donné. Et là, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est en train de retourner la moyenne mobile à 30 semaines. Donc, c'est un élément. Après, il faudrait casser une zone de support significative. Pour moi, il y a toujours une marge d'interprétation. Malheureusement, la zone de support significative, c'est celle-là. Donc, pour avoir une accélération baissière, il faudrait avoir les deux. Et donc, pour voir les abysses, ou du moins anticiper des choses graves, il faudrait déjà, sur le CAC 40, faire ça. Et là, effectivement, on pourrait envisager une accélération baissière, et pourquoi pas aller chercher les plus bas ici, à 10% plus bas. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Pour l'instant, il n'y a rien de cela qui est acté, on n'a pas eu les conditions nécessaires, et pour cela, il faudrait qu'on ait sur le DAX, pardon, pas le DAX. Je vous montre le DAX d'ailleurs, puisque j'en parle par lapsus depuis... bon, je ne l'ai pas mis là, je vais le mettre ici. Donc le DAX 40, j'ai pas préparé avant. Hein, donc on en est là pour le DAX 40. On est loin d'avoir cassé la zone de support significative et on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc vous voyez... Mon objectif ici, c'est de vous montrer qu'il ne faut pas paniquer pour l'instant, rien n'est fait. Les indices américains sont sur des supports, que ce soit le SP500, le Nasdaq, le DAX 40 est également sur un support. Quand on regarde justement le Nasdaq sur les données hebdomadaires, eh bien vous constatez qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, donc on n'est pas du tout en phase 4. C'est pareil pour le SP500. Si on regarde les données hebdomadaires, c'est sûr qu'on a un peu souffert, mais on est toujours en phase 2. Alors, le CAC 40, c'est un petit peu le mauvais élève actuellement, en ce sens qu'il souffre de la crise politique qui a été ouverte, on le sait très bien, il y a quelques semaines. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc, ni sur les autres indices, ni sur les données hebdomadaires du CAC 40, qui restent pour l'instant dans une phase qui n'est pas baissière. Donc, on verra. OK ? Donc, si on revient sur les données journalières, ce qui nous intéresse pour le CAC 40, je répète une dernière fois ce que j'ai dit. Je pense que l'on pourrait descendre pour aller, par exemple, combler le gap qu'on a vu sur les données journalières. Mais de là à basculer en tendance baissière, il faudrait encore clôturer 3,6% plus bas. Ok, on n'y est pas du tout. Voilà. On va donc passer au trade du jour parce qu'il n'y a strictement rien d'autre à dire. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Par exemple, parier sur un retour sur le haut du trading range, stop de protection en dessous.
du trading range puisqu'on n'arrête pas de rebondir dessus. Voilà, ratio gain-risque d'à peu près 2, c'est pas mal. Vous pouvez également acheter, mais en pariant sur le fait qu'on va retourner sur les plus hauts à un moment ou à un autre, notamment avec les élections américaines ou je ne sais quoi d'autre, et mettre un stop de protection large. Vous avez également un ratio gain-risque supérieur à 2, ça se tient. Okay, je vous rappelle que si vous voulez trader sur du moyen terme, vous avez besoin d'outils spécifiques. N'achetez pas des CFD classiques pour garder un trade pendant des semaines. Ça va vous coûter une fortune. Vous pouvez pas utiliser des CFD à échéance comme IG vous en propose. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est pareil. Là, maintenant, spéculer à la baisse, ça n'a pas vraiment de sens dans le cadre du trading range. On est trop près, puisque l'objectif serait très inférieur au stop de protection. On aurait un ratio gain-risque trop faible. Par contre, si on remonte comme on l'a fait ici, vous pouvez le refaire. Ça a fonctionné 3 fois, pourquoi pas 4. Donc là, vous auriez un bon ratio gain-risque. Et puis, bien sûr, vous pouvez parier sur un effondrement du système à court terme. Donc, qu'on aille par exemple chercher ce que j'ai mentionné plus bas, le plus bas ici. Stop de protection au-dessus du trading range, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 2. Okay, le tout, c'est donc bien comprendre qu'il faut avoir un scénario qui est cohérent avec l'unité de temps supérieure et puis surtout ce qui se passe aux États-Unis, qui sont des marchés directeurs. Voilà. J'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous avez aussi des vidéos qui ont été sorties ce week-end. Demain, rendez-vous pour la préparation de la semaine de trading. Vous avez déjà en ligne le format sur l'or, le format sur la préparation de votre retraite avec des ETF. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.